vous avons parlé la semaine dernière de la préparation d'une exposition pour la Journée de la Femme à l'Office du tourisme de Niederbronn. Son vernissage officiel a eu lieu le 8 mars et nous sommes allés tourner quelques images. Toujours pour la Journée de la Femme, une conférence sur le don d'organes a eu lieu à la mairie, puis nous irons chez les pompiers pour découvrir leur nouveau véhicule, et enfin nous parlerons de l'abattage des derniers arbres sur la route de Jägertal. C'est parti. Tous les 8 mars depuis 5 ans, la femme est célébrée à l'Office de tourisme de Niederbronn. L'exposition La femme et ses passe-temps a été inaugurée vendredi dernier. Après un petit rappel historique, Pascal Weiss nous explique ce qui lui tient à cœur dans cette exposition. Par rapport à l'histoire des femmes, les femmes socialistes de tous les pays ont créé une journée en vue de servir à la propagande du vote des femmes. Le 8 mars 1914, c'est en Allemagne que les femmes réclament le droit de vote et elles l'obtiendront le 12 novembre 1918. Moi, ce qui m'importait, c'était de mettre en valeur la femme au quotidien, la femme de tous les jours, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de toutes celles qui sont pionnières, soit dans les grandes professions, soit dans la politique, mais on oublie de parler de nous toutes au quotidien. Là, cette année, c'est un projet qui est un petit peu plus grand, puisque nous organisons une manifestation sur plus d'une semaine, sur le thème Nos coups de cœur. Alors c'est vrai qu'en tant que femme de cœur, nous avons aussi choisi des associations pour lesquelles nous récoltons des dons. Et ce sont souvent des associations qui œuvrent au niveau des enfants, donc qui nous tient particulièrement à cœur. Et donc pour réaliser toutes les pièces qu'on voit ici à l'Office de tourisme, c'est surtout le groupe Qualité de vie qui a contribué. C'est un groupe qui fonctionne depuis quelques années aussi, sur le même principe que les animations à destination de la jeunesse, c'est-à-dire qu'on leur a proposé des activités au départ, et donc là, elles se sont constituées en petits sous-groupes qui font de la couture, des bijoux, enfin toutes sortes de réalisations, et je trouvais que c'était important pour elles de pouvoir se mettre en valeur au moins une fois l'an par rapport au public. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, d'innovant, que de permettre à toutes ces femmes de montrer leur savoir-faire, de montrer tout ce qu'elles ont de caché, je dirais, les talents cachés. Je suis très heureuse de participer à cette exposition. Je participe très modestement. Les dames du Qualité de vie sont venues faire un stage chez moi de patchwork. Elles exposent leurs œuvres et elles m'ont très gentiment proposé de montrer quelques petites choses que j'ai réalisées aussi. C'est vraiment une très belle exposition. On voit toutes les facettes des créations des dames. Ça va vraiment dans tous les sens, des bijoux, des aquarelles, de la couture, c'est très joli. Et cette exposition se tiendra jusqu'au 18 mars à l'Office de tourisme de Niederbronn. La salle du conseil municipal de la ville de Niederbronn a accueilli l'association ADOT, Association pour le don d'organes et de tissus humains. Au programme, films, témoignages et débats pour sensibiliser et informer l'auditoire sur le don d'organes. Je crois que ce qui actuellement fait encore le plus défaut dans ce domaine, c'est justement l'information, parce que nous avons actuellement des chirurgiens qui sont des gens qui connaissent leur métier, qui font des merveilles et qu'il n'y a techniquement pas de problème pour faire une transplantation d'organes. Mais pour qu'une transplantation d'organes puisse se faire, à un moment donné, il faut qu'il y ait des organes disponibles, il faut qu'il y ait cette troisième personne. Notre vocation première est, à un moment donné, de faire de l'information avec un grand I, c'est-à-dire de dire comment les choses se passent, pour que chacune, à un moment donné, puisse se faire une opinion par rapport à ce don d'organes. Nous ne sommes pas du tout là pour vous dire il faut être donneur, mais pour vous donner les éléments
nécessaire à la réflexion. Et il faut savoir qu'il y a actuellement 12 000 personnes en attente de greffe en France. Il est donc important que chacun puisse faire connaître de son vivant sa décision par rapport au don éventuel de ses organes en cas de décès. Si quelqu'un est d'accord pour faire un don, on porte une carte, on le dit à ses proches, et voilà, donc c'est la seule démarche à faire. Mais lorsqu'on est contre, on s'inscrit dans un registre des refus. Si malheureusement la personne qui est contre est victime d'un accident, l'hôpital où cette personne se trouve a pour vocation d'interroger ce registre qui est un registre national. Si la personne y figure, il n'y aura même pas de questions déposées. Puisqu'on a des enfants de tous âges qui attendent les greffes, on a besoin de donneurs de tous âges aussi. Et un enfant est systématiquement prioritaire lorsqu'il y a un organe qui lui correspond systématiquement. Frank Waltz, greffé du Rhin en 1997, a apporté un témoignage essentiel et émouvant puisque sa vie a été sauvée grâce à une personne qui avait accepté le don d'organes. On est automatiquement inscrit sur le registre national des personnes en attente de greffe. Il fallait avoir un petit beeper sur soi pour pouvoir être joignable en permanence. Donc, pour la petite histoire, moi j'ai acheté mon tatou le lundi après-midi, je l'ai mis en fonction, je l'ai testé, et le mardi soir, à minuit, il se met à sonner. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est vraiment bizarre. Alors je l'éteins, je me dis, ça devait être un test. À minuit, minuit et demi, je le repose, je me recouche, et il se remet à sonner. Donc je dis, là, c'est quand même bizarre, et au moment où je l'éteins, en fait, il y a le téléphone qui commence à sonner à côté. Je dis, là, il y a autre chose. Et en fait, c'était l'hôpital qui me disait de venir le plus vite possible, parce que en fait, ils avaient éventuellement un donneur compatible pour une greffe. Nous répondons à toutes les personnes qui souhaitent une information, à toutes les personnes qui à un moment donné souhaitent avoir des documents, souhaitent avoir des cartes. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que la dot existe depuis 20 ans dans le Bas-Rhin, donc nous avons pas mal de recul. Et la mentalité dans la région a déjà nettement actuellement changé grâce, je pense, à aussi notre action, hein, entre autres, parce que je crois que la prise de conscience se fait tout doucement et que petit à petit, ce don d'organes, il va rentrer dans les mœurs et j'espère que dans le futur, il va pouvoir sauver encore beaucoup plus de vies. À l'issue de la conférence, le Centre communal d'action sociale a remis à la dot un don de soutien de 500 €. Et si vous voulez en savoir plus sur le don d'organes, vous pouvez consulter le site internet de la dot. Depuis janvier dernier, 3 nouveaux véhicules équipent la caserne des pompiers de Niederbronn. Il faut dire que l'ancien véhicule de secours et d'assistance aux victimes avait plus de 10 ans. Il y a aussi une facilité d'accès aux différents sacs. Plus rapide et mieux adapté, ce matériel permet une prise en charge plus efficace avant l'arrivée à l'hôpital. Sylvie Leur nous présente les nouveautés. Donc il y a différents coffres qui se trouvent de part et d'autre du véhicule. Donc le premier coffre qui est tout ce qui est coffre avec l'oxygène et encore une attelle d'immobilisation. Donc d'un côté. De l'autre côté, on trouve tous les coffres d'immobilisation avec tous les matériels qu'on peut trouver qui sont rangés de façon ergonomique et facile d'accès. C'est-à-dire brancard, vous pouvez me décrire un Oui, petit peu ? donc ça c'est le plan dur, donc ce qui est le backstrap, le matelas coquille qui est derrière. Il y a tout ce qui est les colliers cervicaux pour les traumatismes du rachis. Il y a une chaise, la chaise portoire, et il y a encore différentes attelles pour les différents membres supérieurs et inférieurs. Donc par rapport à l'ancien véhicule, donc la cellule elle est beaucoup plus grande, donc on appelle l'arrière du véhicule c'est la cellule. Pour la sécurité de la victime aussi, donc les victimes sont attachées à l'aide de sangles sur le brancard. Et on trouve aussi des petites barrières de part et d'autre du brancard qui permet aussi de les maintenir. Au-dessus de nous, c'est l'oxygène. Donc au-dessus de nous, oui, c'est les branchements pour l'oxygène. Et on trouve aussi des crochets pour poser tout ce qui est perfusion quand il y a nécessité de poser une voie veineuse.
Il y a aussi encore la VL Inf, donc c'est VL infirmier. Donc c'est un véhicule qui est uniquement pour le personnel infirmier qui se déplace seul sur les interventions s'il y a nécessité d'avoir une présence paramédicale sur les lieux. Donc c'est un fourgon pompe-tonne qui est appelé pour tout ce qui est en général dans les feux urbains. Donc feux de maison, feux de cheminée, feux de véhicules terrestres. Donc c'est un véhicule qui est en remplacement d'un véhicule qu'on avait avant, qui est aussi un fourgon pompe-tonne qui avait quand même 20 ans. Donc nouveauté de ce véhicule, il répond aux normes françaises actuellement. Oui, donc ce qu'on va retrouver dans l'habitacle, donc c'est toujours pareil, le nombre de personnes. À l'arrière, on mettra 6 personnes et à l'avant 2. Donc vous voyez, par des petites choses de ce type-là, les ceintures de sécurité, on assure mieux la sécurité de nos différents personnels qui sont amenés à sortir sur intervention. Alors ce qu'on voit ici, c'est des bouteilles pour le feu? Voilà, donc c'est des bouteilles au fait où on se trouve de l'air comprimé. On peut entrer dans des atmosphères qui sont enfumées ou toxiques. Autre nouveauté, c'est... Donc la nouveauté à l'arrière qu'on va retrouver, c'est au niveau des dévidoirs. Donc on va retrouver des bobines de 200 mètres de tuyaux. Donc avant c'était entièrement en manuel, donc il fallait les monter, il fallait beaucoup d'efforts pour le personnel. Là actuellement on les descend en système hydraulique, c'est-à-dire il y a moins de risques que les gens se fassent mal au dos et se blessent. Autre nouveauté ici, c'est la partie caméléon. Donc la pompe caméléon, on a en ligne sur la pompe un injecteur qui injecte selon la demande, soit de l'émulseur, soit un mouillant, qui est fait automatiquement par ce pupitre-là. Ces 3 nouveaux véhicules seront visibles lors de la traditionnelle journée porte ouverte chez les pompiers. Commencés en juin 2006, les travaux de réfection de la chaussée affaissée le long de l'étang de Jägertal se sont poursuivis ces 2 dernières semaines par l'abattage d'une quarantaine de grands marronniers. Les travaux consistent en la réfection de la route qui s'est affaissée et consistent premièrement en arrangement de la berge de la route, de l'étang, ce qui est en cours. Également donc l'abattage des arbres et maintenant en juillet, cet été, il y aura des travaux de chaussée. Les arbres étaient habitués pour pouvoir faire la chaussée correctement, d'une part, et d'autre part, ils étaient arrivés à maturité, donc il fallait quand même les abattre. Il y en a certains qui étaient dangereux, qui commençaient à pencher vers l'étang ou vers la route. Et donc ces arbres, c'était nécessaire qu'on les abatte. En plus, le système racinaire influe aussi sur la tenue de la route. Il y avait une équipe de 4-5 bûcherons qui étaient sur place avec des engins qu'il fallait. Et puis ils ont fait ça en 2 semaines pendant les congés scolaires pour éviter le problème des transports scolaires. Tout ce qui est branche a été broyé et traité en copeaux et vendu pour le chauffage. Et les grumes ont été vendus également, les grumes qui étaient en carbone ont été vendus également. Mais c'est la société qui a coupé les arbres qui s'occupait de ça. Et après l'abattage du dernier marronnier, la route est depuis lundi à nouveau ouverte aux automobilistes en circulation alternée. Le chantier se termine maintenant, comment ça s'est passé? Relativement bien, à part le temps, à part la météo. C'est vrai qu'on a eu la mauvaise météo, surtout la première semaine. Et bon, après quelques incidents techniques dus au matériel, mais ça, bon, c'est sûr que vu la taille des arbres et tout, c'est relativement difficile. Le matériel souffre. On n'a pas eu de gros pépins. Tous les arbres, on a réussi à les envoyer comme on voulait. Ça, c'est l'essentiel. Quelques mécontents qui utilisent la route. Ah bah ça c'est sûr qu'effectivement on barre la route, on empêche les gens de passer, on leur fait faire des détours de 20 km, ça c'est effectivement beaucoup de gens mécontents, mais dans la plupart des gens ont été compréhensifs et ont bien compris que bon bah il faut laisser les gens travailler. Donc non, ça s'est quand même bien passé. Est-ce que vous avez pu déterminer l'âge de ces marronniers? Non, on l'a pas encore fait, mais je pense 120, 130 ans, ils doivent les avoir.
Alors ce qui reste à faire, c'est terminer l'enrochement. Pour le moment, une partie est faite, donc tout ça, ça va être terminé en fin avril, l'enrochement. Il y a également donc la partie chaussée à faire, tout ce qui est terrassement de la route, réfection de la route, mais remettre une glissière en place, et ça va être fait courant d'été, été 2007. Et on compte terminer en septembre ou plus tard en octobre, et remettre la route en circulation normale. Vu de haut, le bâtiment est imposant. La future mosquée de Bitche déploie largement les pentes de son toit en contrebas de la citadelle multicentenaire qui veille sur chaque pierre de la ville. À côté d'un si illustre monument, la construction de la mosquée devait répondre à des critères très stricts établis par l'architecte des monuments de France. Des exigences qui ont été au cœur des préoccupations des responsables de l'association culturelle des Turcs de Bitche. On a respecté les normes qu'ils nous ont demandées au niveau des fenêtres et au niveau des portes, des toitures, tout ça. Vu qu'on avait pris un architecte qui était à Bitche, qui s'y connaissait très bien ce qu'eux ils demandaient. Et on s'est présenté à Metz 2 fois avec nos projets pour qu'il y ait une acceptation. Pour qu'il n'y a pas de problème. Avec une grande salle de prière de 200 mètres carrés pouvant accueillir près de 200 personnes, ainsi qu'une salle de réunion et un appartement pour l'imam, la structure, une fois finie, sera à la fois un lieu de prière et de rassemblement pour les jeunes comme les moins jeunes. Un changement radical par rapport à l'ancienne salle de la communauté rue Saint-Augustin. Et là-bas, on n'avait pas de place pour les jeunes et on avait aussi des difficultés pour le parking. Vu que maintenant on a un grand terrain pour le parking et pour les enfants on a un terrain aussi pour qu'eux puissent rentrer et sortir facilement. Ça va être un lieu de rassemblement pour les jeunes Turcs pour connaître leur culture turque et puis qu'ils puissent rester dans la religion musulmane que pour connaître leur religion plus facilement. De nombreux bénévoles ont apporté leur aide et leur soutien pour la construction et le financement de la mosquée. Des dons provenant des membres de l'association culturelle des Turcs de Bitche, mais également de bénévoles du secteur, turcs, arabes, français, musulmans ou catholiques, quelle que soit leur religion ou leur nationalité. Mais laissons là ces détails bassement matériels, la mosquée est avant tout un lieu sacré, un espace de prière et de recueillement. Les musulmans qui prient 5 fois par jour trouveront en ce lieu un refuge spirituel pour un repos de l'âme bien mérité après toute cette agitation. Un an après Angel Eun, Muriel Fischer est la deuxième femme ceinture noire de Jiu-Jitsu au judo club de Reichshofen. Ancêtre du judo, le Jiu-Jitsu est une méthode de défense spectaculaire et efficace qui permet de développer ses aptitudes à répondre à une agression. À la différence du sport de combat qu'est le judo, le Jiu-Jitsu est un art fondé sur l'entraide mutuelle qui permet de progresser dans la technicité du geste de défense. Pour le judo compétition, on est obligé de provoquer son adversaire à l'erreur. Par contre, en Jiu-Jitsu, l'erreur, elle est déjà là. Quand on se fait agresser par devant, avec un bâton, un revolver ou un couteau, on voit l'agression, on connaît l'attaque. Ce qui n'est pas le cas en judo compétition. La notation des prises se fait sur l'efficacité du geste.
la beauté aussi, mais c'est surtout sur l'efficacité. Et là, c'est nouveau pareil, un petit gabarit travaillera d'une autre manière qu'un grand gabarit. On se sert de la force de l'adversaire à notre propre profit. Ça veut dire que si l'adversaire, par exemple, il tire, donc nous, on va le pousser, et s'il nous pousse, on va le tirer. On n'est pas là pour faire vraiment mal à l'autre, hein. Tout est contrôlé, la chute se contrôle. Quand vous faites tomber quelqu'un, vous retenez la chute, vous ne laissez pas tomber la personne comme un sac, hein. Et le but est d'apprendre quelque chose, de comprendre ce qu'on fait. On a déjà des règles de vie, hein. Les règles de vie toutes simples, on est propre, on s'affirme, hein. Il y a le respect, il y a le contrôle de soi. Donc c'est ce genre de règles, hein, qu'on apprend déjà au tout petit, hein. Et c'est une école de vie, c'est l'amitié aussi, hein. La première fois, je suis venue voir pour essayer. J'avais quand même pratiquement la trentaine, j'avais 28 ans. Ce que j'aime, c'est déjà, c'est un sport de combat. J'ai toujours aimé ça. Et surtout que, physiquement, on se maintient en forme. Et puis on fait aussi partie d'un club, donc c'est un ensemble, hein. On est content de se réunir pour l'entraînement. On est venu, on a essayé, on ne pensait absolument pas aller jusqu'à une ceinture noire. On s'est dit, on va un peu faire de la défense. Et c'est vrai que on avait la souplesse, on était plutôt doués, ce qui fait qu'on a très vite progressé. Et donc on a passé voire 1 ou 2 ceintures pendant la saison. Ce qui me motive, c'est le sport d'équipe, hein, c'est pouvoir apprendre quelque chose, montrer quelque chose. Et je pense qu'à la base, on aime un peu ça, un peu garçon manqué, hein, sur les bords, ce qui fait qu'on aime bien un peu se battre et ça nous fait du bien, ça apporte un équilibre, un bien-être. Et disons qu'on se libère du stress de la semaine aussi. Comme pour le judo, les ceintures symbolisent la progression de l'élève et sont délivrées par le professeur jusqu'à la ceinture marron. Ensuite, un examen officiel devant les juges de Strasbourg permet d'obtenir la prestigieuse ceinture noire. Nous ne faisons pas les compétitions, nous passons tout ce qui est technique. Parce que en compétition, je veux dire, on est à un âge quand même où on a plus 20 ans, on se blesse plus facilement. Mais le technique, c'est aussi très très difficile parce que comme c'est technique, on n'a pas droit à l'erreur. Donc quand vous passez vraiment devant les juges, il faut vraiment que ça soit parfait, quoi. Il y avait 7 épreuves. Alors il y a des épreuves techniques, il y a de la théorie comme l'arbitrage. Et il faut avoir ces 7 épreuves pour pouvoir avoir sa ceinture noire. Et le plus difficile, c'est, je pense, les randori. Donc c'est parce que c'est plus judo que jujitsu. Pour les épreuves techniques, il n'y avait aucun problème pour elles étaient préparées pour. Mais après, il y avait les épreuves de randori. Et les épreuves de randori sont mixtes. Là, il y avait 7 combats à faire. 7 combats de 3 minutes, avec un temps de repos de 1 minute entre chaque combat. Et là, très souvent, les hommes se défoulent sur les filles. Et il faut savoir que l'année dernière, Angèle avait passé cette épreuve sans problème. Par contre, Muriel était blessée. Donc, elle a dû se refaire une santé. Elle est revenue cette année. On l'a préparée pour. Et grâce à nos judokas compétiteurs qui sont ici, elle a pu s'entraîner 3 fois par semaine. Donc, mi-janvier, elle s'est représentée, Muriel, et c'est avec succès qu'elle a réussi à passer ce fameux test randori. Randori, ce sont des combats qu'elle a dû faire. C'est très physique et c'est vrai que c'est difficile parce que 3 minutes, on travaille vraiment à fond. Et alors on est avec des adversaires qu'on ne connaît pas et il y a toujours le risque aussi de blessure, quoi. Mais disons que c'est motivant quand même. Mais avec de l'entraînement, on y arrive.
Depuis le samedi 10 mars, la pêche dans les eaux de première catégorie est à nouveau ouverte. Un moment très attendu pour les amateurs de pêche à la truite. Moi, ce que j'aime surtout dans la pêche, c'est déjà sortir dans la nature. Ça, c'est la première chose. Et puis, c'est pas spécialement de prendre un poisson, c'est être dehors. Ici, vous êtes sur le Schwarzbach, donc qui vient de la frontière allemande du côté de Stürzelbronn, qui traverse donc Dambach et qui va se rejoindre à Reichshofen dans le Falkensteiner Bach. Donc l'autre grande rivière que vous avez dans la communauté de communes, c'est le Falkensteiner Bach, qui vient également de Philippsbourg. Et puis plus à l'ouest, vous avez donc la Zinsel qui passe à Zinswiller, qui vient aussi de Bärental. Ah. C'est une des rivières des Vosges du Nord les plus poissonneuses. On a au niveau de qualité d'eau, donc ça a fait de la reproduction naturelle. Mais bon, on fait aussi, pour le plaisir des pêcheurs, sur un certain tronçon, on fait des alvinages réguliers en truite arc-en-ciel, parce que bon, c'est plus facile à prendre. Mais on a un secteur qui est uniquement limité à la fario, à la truite sauvage. Donc là, en amont du plan d'eau, il n'y a que de la fario. En amont jusqu'à Dambach ? Jusqu'à Dambach, jusqu'à l'APP de Dambach aussi ne met que de la fario. Toutes les rivières de la communauté de communes du pays de Niederbronn sont classées en première catégorie. On peut y pêcher avec différentes sortes d'appâts comme des teignes par exemple, des lombrics, mais attention, l'asticot est formellement interdit car la truite ne le digère pas et il provoque son déclin. C'est strictement interdit de pêcher avec les asticots. C'est une raison sanitaire parce que la truite est le seul poisson qui ne digère pas l'asticot. Donc si l'asticot l'avale vivant, il se décroche, qui n'est pas abîmé par le truc. Donc il va se développer dans la truite et puis la truite est condamnée. Comment est-ce qu'elle a mordu celle-là? Vous pouvez me dire un peu Je ne peux pas vous expliquer. Ça fait 2 fois qu'elle m'est sauté dessus. La deuxième fois, ça y est, elle a pris l'hameçon. Ça c'est une arc-en-ciel ou une fario? C'est une arc-en-ciel. Et vous les remettez toujours à l'eau? Pas toujours, mais des fois oui. Quand elles sont trop petites, toutes surtout. Voilà. D'accord, on va lui remettre à l'eau. Souhaiter une bonne vie. Alors. Bon, les eaux de première catégorie, c'est ce qu'on appelle aussi les rivières de montagne ou les rivières à truite. Donc en première catégorie, normalement, il devrait y avoir que des salmonidés. Donc et aussi, l'albinage ne se fait que sur les salmonidés. On ne met pas de brochet ni de carpe en première catégorie. Et donc la deuxième catégorie, c'est les bouts de rivière en plaine et surtout les canaux. Si vous voulez pêcher dans la rivière, il faut déjà acquitter le timbre piscicole, être membre de la fédération, donc ça c'est dans les parties timbres, et puis membre d'une APPMA, une association agréée. Donc vous pouvez vous adresser à une APPMA pour chercher votre carte de pêche. Et si vous voulez pêcher dans des APP, comme à Dambach, c'est une APP, donc il faut avoir une carte APPMA pour pêcher dans une zone APP où vous payez encore juste la cotisation association. Globalement, le prix d'une carte comme ça, c'est combien? Bon, chez nous, à Reichshofen, c'est 80 €. Bon, mais c'est les associations qui fixent les tarifs et on est pratiquement parmi les moins chers. Avant, les jeunes, jusqu'à l'âge de 16 ans, ils prenaient une carte jeune qui était à 24 €. Et maintenant, il y a la carte initiation, donc qui est pour les jeunes jusqu'à 12 ans, qui coûte 5 €. Et la carte 12 à 18 ans, elle coûte 15 €. Donc c'est pour favoriser le renouvellement des pêcheurs, pour les inciter les jeunes. Donc il y a un effort financier qui a été fait par les ministères pour faire revenir les jeunes au bord des rivières.